Dans le cours d'aujourd'hui, on va aborder les premiers critères sur les séries à terme positif. Jusqu'à présent, les seules informations sur la convergence d'une série, on les puisait dans l'analyse de la suite des sommes partielles et dans le calcul, si possible, de la suite des sommes partielles. Mais là, l'objectif, c'est de continuer dans les critères qui nous permettent de déterminer des informations sur la série, uniquement en regardant son terme général. Je vous rappelle que le premier en la matière, c'était de démontrer que si une série converge, alors son terme général tend nécessairement vers 0. Il s'agit maintenant d'affiner les résultats qu'on peut obtenir sur les séries à terme positif en utilisant cette approche. Alors, approche exclusivement sur le terme général. Pour ça, on va exploiter notre théorème clé sur les séries à terme positif. C'est que lorsqu'une série est à terme positif, la suite de ses sommes partielles est croissante, et dès lors, avec le théorème de la limite monotone, on peut attester que celle-ci converge si et seulement si la suite de ces sommes partielles est majorée. On peut obtenir un résultat similaire en contraposant, en disant la série de termes général à n diverge si et seulement si à n n'est pas majorée, et dans ce cas-là, la somme de la série sera infinie. Donc l'objectif est d'essayer de regarder ce que peut nous offrir ce théorème pour pouvoir donner des résultats de comparaison à des séries convergentes. Le premier résultat qu'on va étudier est un théorème de comparaison. On en verra d'autres dans le fil du cours, mais c'est le premier qu'on va étudier. On se donne deux séries à termes positifs. On suppose qu'il existe un rang à partir duquel les termes sont comparables, c'est-à-dire par exemple AN est plus petit ou égal à BN. Alors on obtient que si la série de termes général BN converge, la série de termes général AN converge. Et si la série de termes général AN diverge, alors la série de termes général BN diverge aussi. Donc c'est encore une fois un théorème qui permet, compte tenu du terme général, d'établir des informations sur la nature de la série. Pas la somme, mais la nature de la série. Donc on va évidemment utiliser le théorème clé donnant le lien entre la convergence de la série et le fait que la suite des sommes partielles est majorée. Donc on va passer à la démonstration de ce résultat. Donc comme je vous l'ai dit, on va utiliser le théorème clé, donc on va étudier la suite des sommes partielles associée à la suite à petit an et à la suite petit bn. Donc je vais convenir des notations suivantes. Je vais poser grand AN, donc la suite des sommes partielles associée à la série de termes général AN. Mais ce terme-là, je ne vais le prendre qu'à partir du rang N0. Et je vais considérer Bn, la somme partielle, prise immédiatement à partir du rang N0. Alors pourquoi à partir du rang N0? Parce que le seul élément de comparaison qu'on ait entre les termes généraux se place après N0. Alors est-ce que c'est grave de faire partir la suite de ces sommes partielles à N0? Non, c'est pas grave du tout, puisqu'on a vu que la nature d'une série ne dépend pas des premiers termes. Donc on peut étudier la suite de ces sommes partielles à partir du rang N0. La convergence de ces suites entraînera évidemment immédiatement la convergence des séries. Alors on va utiliser l'information que l'on a à partir d'un certain rang, cette information-là. On sait que pour tout cas supérieur ou égal à N0, le terme AK est inférieur ou égal au terme BK. On va sommer ces inégalités, hein, on somme les inégalités. Pour ça, on va choisir K compris entre N0 compris et N compris. Bien entendu, on prend un entier naturel N plus grand que N0. Et en sommant ces inégalités, on va récupérer donc la somme pour K variant entre N0 et N dAK est majorée par la somme pour K variant entre N0 et N dBK. On obtient donc le fait que AN est inférieur ou égal à BN. Pour ça, peu importe le choix qu'on a fait de N, du moment qu'il est supérieur ou égal à N0. Alors à partir de là, on va pouvoir justement utiliser le théorème clé en disant que si la série de termes général Bn converge, alors la suite de ces sommes partielles est majorée. Mais si la suite de ces sommes partielles est majorée, la somme partielle associée à la série de termes général AN sera aussi majorée. On n'a plus qu'à mettre ça en musique. Donc si la série de termes général Bn converge, alors, grâce à notre théorème clé, la suite de ces sommes partielles est également convergente.
en utilisant le théorème de la limite monotone, cette suite étant croissante, la suite de ces sommes partielles est majorée. Remarquez, on aurait pu directement dire qu'elle était majorée en utilisant le théorème clé. Alors, cela signifie qu'il existe un nombre grand M appartenant à R+, tel que la somme pour tout n supérieur ou égal à n0, Bn est inférieur ou égal à grand M. On écrit le fait que cette suite est majorée. Donc on va toujours récupérer à partir du rang n0 que la borne obtenue pour Bn convient aussi pour An. On vient donc de prouver que la suite des sommes partielles associée à la série de termes générales An est majorée. Donc on en déduit donc que An est majorée par grand M, la même borne que pour Bn. Donc, toujours avec le théorème clé, la série de termes générales An est donc bien une série convergente. Donc le premier point sur le théorème de comparaison est établi. Pour le deuxième point, alors on peut raisonner de même, on le fait oralement, en reprenant l'inégalité qu'on a obtenue en sommant ces inégalités, ce qui est toujours possible, et on peut dire que si la série de termes générales Bn diverge, c'est que la suite de ces sommes partielles diverge vers plus l'infini. Donc, si la série de termes générales An diverge, la suite de ces sommes partielles diverge vers plus l'infini, comme Bn majore cette suite-là, si la suite An diverge vers plus l'infini, la suite Bn divergera aussi vers plus l'infini. Et donc on obtiendra que la série de termes générales Bn diverge. Donc ça c'est une possibilité de démonstration, mais le plus simple c'est quand même pas ça, c'est qu'on va contraposer cette implication. On sait que la contraposée de P implique Q, c'est la négation de Q, donc la série des An diverge, entraîne la négation de P, la série des Bn diverge. Donc on contrapose étoile pour obtenir le résultat. On contrapose étoile pour obtenir le résultat. C'est le plus simple. Donc on va récupérer que la série des An diverge implique que la série des Bn diverge. Donc voilà une autre façon de faire. Mais vous pouvez bel et bien utiliser le théorème clé pour démontrer ça et l'inégalité qu'on a obtenue sur la suite de ces sommes partielles. Donc on va pouvoir maintenant utiliser un critère qui dépend uniquement d'une inégalité portant sur le terme général avec une comparaison avec une série dont on connaît la nature. Évidemment, il faut à un moment donné connaître des séries convergentes et divergentes. Le premier exemple qu'on va faire, c'est l'étude de la nature de la série de termes général sinus de 1 sur n racine de n. Donc comme c'est une série à terme positif, puisque le terme général ici c'est le sinus d'un nombre qui est compris entre 0 et 1, donc entre 0 et pi sur 2, on va pouvoir donc utiliser les critères sur les séries à terme positif, alors plus exactement le critère sur les séries à terme positif, puisque pour l'instant on n'en connaît qu'un seul. Alors qui dit critère sur les séries à terme positif dit qu'on va utiliser un critère de comparaison. Donc on va essayer de comparer le terme général de cette série à une série de termes généraux connus. Or, les séries de termes généraux connues pour l'instant, c'est les séries géométriques et les séries de Riemann. On voit bien que s'il y a une comparaison possible, ce serait plutôt à une série de Riemann, puisque le terme qui est dans le sinus, c'est 1 sur n à la puissance 3,5. Donc on a affaire ici à une série de Riemann convergente, puisque 3,5 est strictement plus grand que 1. Là, on reconnaît tout de suite que la comparaison, ça sera donc de comparer sinus de cette suite au terme qui est dans le sinus. Et on a déjà vu des dizaines de fois que pour tout x appartenant à R+, sinus x est plus petit que x. Pour le montrer, il suffit de se ramener à un problème de signe et d'étudier par exemple les variations de sinus x moins x. Donc ça, je vous laisse le faire. Donc cette inégalité étant vraie sur R+, on peut l'appliquer à 1 sur n racine de n qui est un nombre positif. Donc on récupère tout naturellement que pour tout n appartenant à une étoile, An va être majoré par 1 sur n racine de n. Or, ceci est le terme général d'une série de Riemann convergente. Donc la série de termes 1 sur n racine de n converge, puisque 1 sur n racine de n n'est autre que 1 sur n à la puissance 3,5, et on sait que 3,5 est strictement plus grand que 1. Donc on est dans la catégorie des séries de Riemann convergentes, donc on va le dire. C'est des séries de référence que vous devez absolument maîtriser, séries de Riemann convergentes. Donc on peut appliquer le critère de comparaison, puisque An est un nombre positif, donc en comparant les termes généraux, donc par théorème de comparaison,
théorème de comparaison. On obtient donc que la série de termes général AN est donc convergente. On a donc établi la nature de cette série. Passons à un exemple beaucoup plus abstrait, un peu plus difficile. C'est vous donner une suite réelle positive AN. On suppose que la série de termes général AN converge. L'objectif est de déterminer que la nature de la série de termes général racine de AN plus 1 est également une série convergente. Alors évidemment, là, on est dans un cadre un peu plus difficile parce qu'on est dans un cadre abstrait. Néanmoins, on a quand même une information sur la convergence de cette série. Donc il paraît tout de même assez naturel d'essayer de comparer le terme général qui est ici au terme général de notre série convergente. Alors comparer avec évidemment des inégalités, puisque pour l'instant on ne bénéficie que de ce théorème de comparaison. Donc il faudrait essayer d'obtenir une majoration qui relie le terme général de cette série et le terme général de notre série convergente. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, le DM numéro 0 de cette année, on a d'ailleurs repris le résultat dans le DM numéro 2. Il s'agissait d'exercices où on comparait différentes moyennes. La moyenne arithmétique, la moyenne géométrique, la moyenne harmonique. Donc, c'est à mon avis cette idée-là qui est la clé de cet exercice. Donc on avait par exemple comparé la moyenne géométrique et la moyenne arithmétique en disant que si on se donnait deux nombres réels positifs, alors on pouvait démontrer que la racine de xy était majorée par x plus y sur 2. Autrement dit, la moyenne géométrique de x et y était plus petite que la moyenne arithmétique de x et y. On avait d'ailleurs généralisé cette inégalité en démontrant une inégalité qu'on avait appelée l'inégalité AG, ou arithmético-géométrique. Alors, on va déjà démontrer cette relation-là, et après on va l'utiliser pour voir qu'elle va nous permettre de comparer le terme général qui est ici au terme général d'une série convergente. Là, les expressions sont complètement algébriques, donc là, c'est pas forcément une bonne idée de faire une étude de fonction. On pourrait en fixant une variable, mais c'est pas une bonne idée. On va plutôt estimer la différence et montrer que la différence est par exemple négative ou positive, tout dépend de ce qu'on calcule. Allez, je vais me lancer dans ce calcul-là. Donc pour estimer le signe de cette expression, on va évidemment réduire cette fraction au même dénominateur. Je vais juste réécrire racine de xy comme racine de x fois racine de y, ce qui est bien possible, puisque la racine est une puissance, donc multiplicative. Moins x, moins y, tout sur 2. Là, on commence à voir apparaître une identité remarquable. Alors, ça serait un peu plus pratique de factoriser moins 1 de l'expression. Donc là, on va récupérer x plus y moins 2 racine de x racine de y, le tout divisé par 2. Là, effectivement, on reconnaît bien une identité remarquable, pourvu qu'on puisse écrire x comme racine de x au carré, ce qui est bien possible puisque x est positif, et y, je vais l'écrire comme racine de y au carré, ce qui est toujours possible puisque y est positif. Et là, on reconnaît une identité remarquable, puisque le numérateur, c'est racine de x moins racine de y, ceci au carré, sur 2. Donc le numérateur est positif, le dénominateur aussi, cette fraction est donc positive, multipliée par moins 1, on obtient donc un nombre qui est négatif ou nul. Donc on obtient bien que la moyenne géométrique est toujours dominée par la moyenne arithmétique lorsqu'on travaille avec des nombres réels positifs. Donc évidemment on va s'empresser d'utiliser cette inégalité-là avec AN et AN plus 1 qui sont bien des nombres qui sont positifs. Donc on va déjà dire que AN et AN plus 1 étant des nombres positifs, on peut bien appliquer cette inégalité. Donc on va récupérer une domination de notre terme général par 1 demi de AN plus 1 demi de AN plus 1. Moralité, cette domination qui est valable pour tout n appartenant à n. Si on arrive à démontrer que la série de termes général 1 demi de AN plus 1 demi de AN plus 1 converge, par critère de comparaison des séries à termes positifs, puisque le terme général est clairement positif, on pourra dire que la série qui possède ce terme général converge. Alors, là on va utiliser un résultat qu'on a vu dans le cours de la dernière fois, ces opérations sur les séries convergentes. On a vu que si deux séries convergent, toute combinaison linéaire sera également convergente. Donc si la série de termes général AN et la série de termes général AN plus 1 convergent,
alors la série dont le terme général est une combinaison linéaire de ces termes généraux sera elle aussi convergente. Donc on va s'empresser d'étudier la série de termes général à n et la série de termes général à n plus 1. La série de termes général à n, elle converge, ça c'est une hypothèse de l'énoncé, donc là il n'y a rien à dire. Pour la série de termes général à n plus 1, alors on va voir qu'elle converge aussi, on a juste décalé l'indice du terme général, et donc on va voir l'incidence que ça a sur sa nature. Donc là, je vais simplement réécrire la suite des sommes partielles qui est associée, je vais l'appeler AN tilde, qui est associée à ce terme général-là. Donc c'est la somme pour k variant entre 0 et n dAk plus 1. Et on va tout de suite voir que la suite des sommes partielles de la série qui a ce terme général, elle est reliée à la suite des sommes partielles de la série qui a ce terme général, donc à une série convergente. Il suffit de faire un petit décalage d'indice, et vous allez récupérer ici que ça, c'est la somme pour k variant de, alors comme je veux sommer les ak, on va varier ici de 1 jusqu'à n plus 1. Quand on retire 1 à k ici, on doit augmenter le terme général de la somme. Et vous vous apercevez en fait que ceci, c'est an plus 1, donc la suite des sommes partielles attachées à la série des an, moins le terme A0. Comme la suite des sommes partielles de cette série converge, cette suite converge, donc cette suite converge, donc cette suite converge. Donc on récupère sans peine que si la série de termes général AN converge, la série de termes général AN plus 1 converge aussi. Alors c'est le cas pour AN plus 2, AN plus 3, AN plus 10. Le raisonnement est exactement identique. Moralité, ces deux séries convergent, donc par opération sur les séries convergentes, la série de termes général 1 demi de AN plus 1 demi de AN plus 1 converge. Donc là on utilise le théorème d'opération sur les séries convergentes. Par opération sur les séries convergentes. Et par conséquent, en utilisant le critère de comparaison, comme la série qui a ce terme général converge, la série qui a ce terme général converge. Donc par théorème de comparaison, on obtient donc bien que la série de terme général, la racine de an plus 1, converge. Voilà, donc on a bien établi notre résultat. Avant de passer à l'exercice, je voudrais qu'on termine cette séquence sur le théorème de comparaison par une remarque. Si on se place dans les hypothèses de l'énoncé où on a deux termes généraux qui sont évidemment positifs, et tel qu'on ait cette inégalité-là et la série de termes général Bn convergent, vous vous rappelez dans la démonstration qu'on avait démontré que la suite des sommes partielles associées à n était majorée par la suite des sommes partielles associées à Bn, avec les notations qu'on avait employées. Et on avait dit donc que comme cette suite était nécessairement croissante et majorée, cette suite-là était également majorée et croissante puisque la série est à terme positif. Donc on obtenait directement que la série de termes général AN était convergente puisque la suite de ces sommes partielles était convergente. Ici, maintenant qu'on sait que les deux suites sont convergentes, rien ne nous empêche de passer à la limite dans les inégalités. On peut bien le faire puisqu'on a prouvé la convergence. Et on obtient, alors non pas le calcul de la suite des sommes partielles, on récupère tout de même une petite information. On obtient que la somme de la série des AN à partir de l'indice où on a l'inégalité est majorée par la somme de la série des BN, toujours à partir de l'indice à partir duquel on a cette inégalité. Donc évidemment, quand on a des inégalités et des séries convergentes, quand on somme ici, les passages à la limite, on peut les effectuer puisque les séries sont convergentes, et on récupère donc une inégalité sur la somme des séries à partir du rang où la comparaison est possible. Donc ce théorème-là ne nous donne pas de renseignements directs sur la suite des sommes partielles, pas sur la somme de la série, pardon, mais il nous donne quand même une inégalité, ce qui n'est pas une égalité, mais c'est déjà pas si mal. Passons à l'exercice d'application prévu dans la partie du cours concernant le théorème de comparaison, l'exercice numéro 8, où il s'agit de démontrer que la série de termes général un et la série de termes général un sur 1 plus un sont de même nature, lorsque un est une suite à terme positif. Alors déjà, il faut analyser ce qu'on a démontré. Qu'est-ce que ça veut dire que des séries sont de même nature? Donc ça veut dire que soit elles sont simultanément convergentes, soit elles sont simultanément divergentes. Alors pour ça, il faut essayer de voir ce qui est suffisant de démontrer pour obtenir justement notre résultat. Et en fait, si on arrive à démontrer que la série de termes général un converge,
c'est équivalent à dire que la série de termes général 1 plus un converge, on aura évidemment que les séries sont de même nature. Pourquoi? Parce que si on prouve la convergence de la série des un entraîne la convergence de la série des un sur 1 plus un, par contraposition, la divergence de cette série entraîne la divergence de cette série. Et si on montre que la convergence de cette série entraîne la convergence de celle-là, par contraposition, la divergence de celle-là entraînera la divergence de celle-là. Donc à partir du moment où on établit cette équivalence, vous aurez bien obtenu que les séries sont de même nature, c'est-à-dire soit simultanément convergentes, et en contraposant, soit simultanément divergentes. Donc on va préférer évidemment travailler plutôt avec des hypothèses de convergence. Bon, alors ici, on va plutôt chercher à travailler sur les termes généraux en essayant d'appliquer notre fameux théorème de comparaison. Et la première chose à faire, que je vais faire, c'est de renommer, de donner un nom au terme général de cette série pour pouvoir le manipuler plus simplement. Donc je vais noter la suite Vn, qui est la suite un sur 1 plus un, pour tout n appartenant à n. Donc je n'ai pas mis de point de départ ici à mes séries, ce qui n'est pas utile, puisque a priori elles sont définies pour tout entier naturel. Donc c'est moi qui décide du point de départ. Et le point de départ ici, je vais le prendre à 0, puisque les suites elles sont définies pour tout n appartenant à n, et que le terme général de cette série est parfaitement défini, puisque 1 plus un est minoré par 1, donc strictement positif. S'il avait fallu partir de 2, 3, 4, ce n'était pas un problème, puisque la nature de la série, en commençant à 2, en commençant à 3, en commençant à 4, eh bien c'est le même que la nature de la série en commençant à 0, puisque quand on modifie un nombre fini de termes de la série, eh bien on ne modifie pas sa nature. Bon, bref, essayons d'effectuer des comparaisons entre les termes généraux par des inégalités. Alors là, on voit tout de suite qu'il y a une inégalité qui est très naturelle entre un et Vn. C'est que pour augmenter la taille de cette fraction, il suffit de minorer le dénominateur. On voit que le dénominateur est minoré par 1, donc on obtient déjà immédiatement que le terme général Vn est majoré par, je vais écrire la minoration que j'ai faite, est minoré par 1 plus, enfin par un sur 1 plus 0, donc est minoré par un, bien entendu, et ceci c'est valable pour tout n appartenant à n. Donc cette inégalité, elle nous permet d'attester, grâce au théorème de comparaison, et parce que tous ces nombres sont positifs, elle nous permet d'attester que si la série de termes général un converge, alors la série de termes général Vn converge. Donc on a déjà la première implication qui tombe directement en cherchant à comparer ces deux termes généraux. Alors maintenant, on va supposer que la série de termes général Vn converge, et on va essayer de démontrer que la série de termes général un converge. Alors évidemment, on ne peut pas espérer avoir une comparaison identique entre un et Vn, mais il faut essayer de trouver quand même le moyen de relier ces deux termes généraux avec une inégalité. Alors ce qui a rendu les choses plus faciles ici, c'est qu'on connaissait l'expression de Vn en fonction de un. Donc la question naturelle qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne peut pas récupérer l'expression de un en fonction de Vn? Alors on sent que c'est possible, puisque finalement, si vous remplacez ici un par x, une inconnue, vous récupérez une équation du premier degré, et donc a priori c'est parfaitement possible de renverser la tendance. Donc là je vais tout de suite écrire que Vn c'est un sur 1 plus un, et je vais chercher à exprimer un en fonction de Vn. Donc je vais multiplier chaque membre par 1 plus un, on va donc récupérer Vn plus un Vn qui est égal à un, et je vais isoler le terme que je veux exprimer en fonction de Vn. Je vais mettre tous les un d'un côté, donc je vais dire par exemple que un facteur de Vn moins 1 est égal à moins Vn. Bon, je vais un peu nettoyer cette expression, je préfère l'écrire un facteur de 1 moins Vn est égal à Vn, en multipliant chaque membre par moins 1. Alors maintenant, pour avoir le droit d'exprimer un en fonction de Vn, il faudrait être certain que le terme par lequel je divise n'est pas nul. Or, on sait que Vn est un terme positif, mais rien n'interdit à Vn de prendre la valeur 1. Par contre, n'oublions pas qu'on a supposé ici que la série de termes général Vn converge. Donc, par condition nécessaire de convergence, je sais que si cette série converge, son terme général converge nécessairement vers 0. Ça va nous garantir qu'à partir d'un certain rang, eh bien, la suite Vn ne pourra plus prendre la valeur 1,
puisqu'elle sera suffisamment confinée autour de 0 pour ne plus prendre cette valeur. Si par exemple ici, dans la définition de la convergence, je prends epsilon est égal à 1,5, j'atteste donc qu'il existe un rang que je vais appeler n0 appartenant à n, tel que, eh bien, dès que n est supérieur ou égal à n0, alors le terme Vn va être coincé entre moins 1,5 et 1,5. Ce qui me permet de dire que ce terme-là ne sera pas nul à partir du rang n0, ce qui me permet donc d'obtenir l'expression de Vn, de Un en fonction de Vn. Alors cette estimation, elle ne sera pas toujours vraie, mais encore une fois, ce n'est pas très grave, puisqu'on sait que les comparaisons, il suffit de les faire à partir d'un certain rang pour récupérer la nature des séries. Alors, pour pouvoir majorer ce terme-là par un terme qui dépend de Vn, il faudrait arriver à minorer ce dénominateur par un nombre strictement positif. Pour ça, évidemment, on va exploiter cet encadrement qu'on a obtenu pour n supérieur ou égal à n0. J'ai suffisamment confiné pour éloigner de manière substantielle le terme général Vn de 1, qui pose problème. Donc si on multiplie cette relation-là par moins 1 et qu'on lui rajoute 1, on va récupérer que, quel que soit n supérieur ou égal à n0, le terme Vn, il va être compris entre 1,5 et 1. Donc on va pouvoir, pour majorer cette fraction, minorer ici le dénominateur par 1,5. On va récupérer que ceci est minoré par Vn sur 1,5. Et donc pour tout n supérieur ou égal à n0, le terme Un est majoré par 2Vn. On peut maintenant conclure. Je vous rappelle qu'on a supposé que la série de termes général Vn converge. Donc la convergence de la série de termes général Vn entraîne, par opération sur les séries convergentes, la convergence de la série de termes général de Vn. Alors vous allez me dire, mais vous la reprenez au rang 0 ou vous continuez au rang n0? Peu importe, puisque la nature d'une série ne dépend pas des premiers termes. Donc je peux dire que la convergence de cette série-là entraîne la convergence de cette série-là à partir de n'importe quel rang. Et ensuite, par théorème de comparaison, comme les deux termes généraux sont positifs et que la série de termes général de Vn converge, on obtient donc par théorème de comparaison, la proposition 20, que la série de termes général Un converge. On vient donc de démontrer que si la série de termes général Un converge, la série de termes général Vn converge. Si la série de termes général Vn converge, la série de termes général Un converge. On obtient donc bien que ces séries sont de même nature. Passons au résultat suivant, ce que j'ai appelé le lemme numéro 21, où il est question de prendre deux séries à termes positifs et de supposer qu'on peut récupérer un encadrement du terme général à n de cette forme-là, avec deux nombres ici strictement positifs et à partir d'un certain rang. On aimerait établir que les séries de termes général à n et Bn sont de même nature. Donc je vous rappelle, ça, on a déjà fait un exercice qui nous a permis d'analyser ce qu'il fallait faire quand il fallait démontrer que les termes généraux étaient de même nature. Il faut donc démontrer que la série de termes général à n converge, et donc équivalent à dire que la série de termes général Bn converge. Donc, voilà ce que l'on doit démontrer. Alors on peut travailler avec le théorème clé, encore une fois en revenant à la suite des sommes partielles et à sa majoration pour démontrer que les séries convergent. Bon, ça c'est une première idée. Là c'est pas du tout l'idée que je vais exploiter. Moi l'idée que je vais exploiter c'est plutôt d'utiliser le critère de comparaison et les inégalités que l'on a ici. Donc je vais partir du fait que la série de termes général AN est convergente, et je vais démontrer que la série de termes général Bn est également convergente. Mais si la série de termes général AN est convergente, si j'y applique le critère de comparaison, avec cette inégalité-là, donc je regarde l'inégalité de gauche, comme les nombres sont positifs, le critère de comparaison est utilisable, et je vais récupérer que la convergence de la série de termes général à n entraîne la convergence de la série de termes général bêta, enfin alpha Bn. Donc ça implique que la série de termes général alpha Bn est une série convergente. Si je fais des opérations sur les séries convergentes, je sais qu'en multipliant le terme général d'une série convergente par un nombre réel ou complexe, je ne change pas la nature de la série, j'obtiens une série convergente. Donc en multipliant le terme général de cette série par le nombre 1 sur alpha, qui existe bien puisque alpha est strictement positif, j'obtiens donc directement une série convergente. Donc
la série de termes générale Bn est une série convergente. On vient bien de démontrer que la convergence de la série de termes générale à n entraîne la convergence de la série de termes générale Bn. Donc vous voyez que le deuxième point, ça va être probablement la même démonstration, sauf que au lieu d'utiliser cette partie de l'inégalité, on va utiliser l'autre partie. Donc on le fait. Cette fois-ci, je suppose que la série de termes générale Bn converge. Donc je vais utiliser cette partie de l'inégalité. J'ai toujours des nombres positifs, donc je suis bien dans le cadre d'application du critère de comparaison. Si la série de termes générale Bn converge, alors par opération sur les séries convergentes, on a vu que la série de termes générale bêta Bn converge aussi. Et donc, par théorème de comparaison, et comme les termes sont positifs, la série de termes générale à n converge. On vient donc bien de prouver que les séries sont de même nature, simplement en observant des inégalités sur leurs termes généraux, et plus en revenant à la suite des sommes partielles. Donc on voit que là, le virage est bien pris. On travaille maintenant avec les termes généraux, on cherche des informations sur les termes généraux. Alors, passons à ce critère essentiel sur l'étude des séries à termes positifs, le critère d'équivalence. Alors, théorème essentiel, puisque si on regarde son intitulé, il dit que si on a deux séries à termes positifs, si leurs termes généraux sont équivalents, alors les séries sont de même nature. Je vous rappelle que les équivalences étaient quand même l'excellente idée, l'excellente notion qui nous permettait d'établir si une suite possédait une limite. Puisqu'on avait vu que si deux suites sont équivalentes, si l'une possède une limite finie, l'autre possédera une limite finie, et cette limite sera la même. On avait vu que c'était un résultat qui était extrêmement spectaculaire, puisqu'elle nous permettait de passer à des suites qui avaient des termes généraux qui n'étaient quand même pas franchement sympathiques, et en traitant ça avec les équivalences, ramener avec des suites qui étaient beaucoup plus simples, dont on pouvait établir assez facilement si elles possédaient oui ou non une limite. Donc moralité, on va avoir le même résultat sur les séries, du moment que les équivalents que l'on prend soient des équivalents de suites positives. Donc on voit que les résultats qu'on avait établis sur les suites et les exercices extrêmement spectaculaires qu'on avait faits, eh bien on va pouvoir utiliser ce critère-là de façon tout aussi spectaculaire en se ramenant à des séries beaucoup plus simples. Alors passons à la démonstration qui n'est pas difficile et qui en fait finalement quelque part qui fait que ce résultat peut être vu comme un corollaire du lemme précédent. Ce que je vais chercher à faire pour établir que les séries sont de même nature, on va chercher à établir des inégalités entre les termes généraux avec des poids qui sont strictement positifs. Alors, pour écrire que ces suites sont équivalentes, puisque j'ai supposé qu'elles étaient à terme positif et pas plus, c'est-à-dire pas strictement positif, je vais choisir, pour écrire le fait que ces suites sont équivalentes, je vais choisir la définition la plus adaptée à la situation. Donc on a vu des milliards de façons d'écrire que ces deux suites étaient équivalentes. On a vu une définition avec le quotient, en disant AN sur BN tend vers 1. Donc en fait, ça signifie que AN sur BN est égal à une suite de la forme 1 plus epsilon n, où epsilon n est une suite qui converge vers 0. Pour éviter d'écrire la définition avec le quotient, on peut très bien s'amuser à écrire cette définition sous cette forme-là. AN est égal à 1 plus epsilon n facteur de Bn pour tout n appartenant à n, pour tout n appartenant à n, où j'impose évidemment à la suite epsilon n d'être une suite qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc écrire que deux suites sont équivalentes, on peut l'écrire sous cette forme-là. Alors comme la suite epsilon n tend vers 0, on voit qu'à partir d'un certain rang, elle sera suffisamment confinée autour de 0 pour récupérer, qui vont nous permettre de récupérer des liens d'inégalité entre AN et BN. Donc on va tout de suite faire un dessin pour voir à quel point on a besoin de confiner ces termes. Pareil, pour éviter la présence du 1 qui est là, on va confiner entre moins 1,5 et 1,5. Donc cette suite tend vers 0. Donc en prenant epsilon est égal à 1,5 qui est bien strictement positif, je peux trouver un rang tel que, à partir de ce rang, les termes de la suite epsilon n sont contenus entre moins 1,5 et 1,5, ce qui va me permettre d'encadrer 1 plus epsilon n entre deux termes strictement positifs, ce qui va être essentiel pour l'application du corollaire, et donc de multiplier cette inégalité par Bn, qui est un nombre positif, donc qui ne va pas changer le sens des inégalités. Et là, on va donc récupérer, à l'intérieur de l'encadrement,
le terme général de la suite AN. On vient bien d'établir qu'il existe un rang et deux nombres strictement positifs 1,5 et 3,5, tel que à partir de ce rang, AN est coincé entre 1,5 de Bn et 3,5 de Bn. En appliquant directement le résultat du lemme 21, on obtient donc que la série de termes général AN et la série de termes général Bn sont des séries de même nature. Donc la démonstration n'est pas spectaculaire, puisque on utilise simplement le théorème de comparaison via le lemme numéro 21. Mais par contre, ce qui va être vraiment spectaculaire, c'est les nouveaux exercices auxquels on va avoir accès avec un outil très simple à étudier, avec quelques interdictions évidemment concernant les sommes ou les applications d'une fonction en équivalent, bien sûr, mais quand même un outil très avantageux, notamment lorsqu'on a des expressions qui sont multiplicatives. Alors, pour commencer les applications de ce fameux critère d'équivalence, je voudrais qu'on revienne à l'exercice numéro 8, dont l'énoncé est le suivant. On a une suite UN à valeur positive, et il fallait démontrer que la série de termes général UN et la série de termes général UN sur 1 plus UN étaient de même nature. Donc, je vais revenir avec ce nouvel outil qui est le critère d'équivalence. Donc on sait qu'il faut établir que la convergence de cette série entraîne la convergence de cette série et que la convergence de cette série entraîne la convergence de cette série. Donc c'est parti, maintenant qu'on sait exactement ce qu'on doit faire, on va supposer que la série de termes général UN converge, et on doit démontrer que la série de termes général UN sur 1 plus UN converge. Mais là, le raisonnement, il va être très rapide, puisque si la série de termes général UN converge, on sait que par condition nécessaire de convergence, donc la condition nécessaire de convergence entraîne directement que la suite UN, elle converge vers 0. C'était le premier résultat qu'on avait vu qui permettait de déterminer des informations sur le terme général. Or, si la suite UN tend vers 0, 1 plus UN, et donc 1 plus un terme négligeable devant 1, donc 1 plus UN est équivalent à 1 lorsque n tend vers l'infini. Et donc, UN sur 1 plus UN est équivalent lorsque n tend vers l'infini à UN. Ça, c'est simplement par quotient d'équivalent. Vous avez ici des termes qui sont positifs, puisque UN est positif, ce terme est positif. Vous savez que la série de termes général UN converge par application du critère d'équivalence des séries à termes positifs. On obtient que la série de termes général UN sur 1 plus UN est une série qui est convergente. Donc on vient d'établir que la convergence de cette série entraîne la convergence de cette série. Reste à démontrer maintenant le sens réciproque. Cette fois-ci, on va supposer que la série de termes général UN sur 1 plus UN, si elle converge, alors la série de termes général UN converge. Alors vous allez me dire, c'est évident, puisque les termes généraux sont équivalents, donc on a évidemment le même résultat. Alors pas tout à fait, puisque nous, on avait obtenu que les termes généraux étaient équivalents, parce qu'on avait supposé que la série de termes général UN converge, et parce qu'on avait du coup obtenu que le terme général UN était bien un terme qui tendait vers 0. Donc attention, on ne peut pas réexploiter le fait que ces termes généraux sont équivalents, puisqu'on n'a plus d'hypothèse qui nous a permis de démontrer qu'ils étaient équivalents. Donc faites bien attention au timing de ce qu'on a démontré. Bon, en tout cas, là, on suppose que cette suite converge, que cette série, converge, et on doit récupérer des informations sur la série de termes général UN. Alors, comme tout à l'heure, ça ne change pas, nommé pour régner, je vais donner un nom à ce terme général, je vais l'appeler UN sur 1 plus UN, et je vais chercher des relations sur Vn, enfin des relations qui permettraient de relier UN et Vn. Je vais partir un peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais multiplier chaque membre par 1 plus UN, et je vais chercher à exprimer UN en fonction de Vn si c'est possible. Donc en exprimant UN en fonction de Vn, je vais récupérer Vn va être égal à UN moins UN Vn, c'est-à-dire Vn va être égal à UN facteur de 1 moins Vn. Et là, je ne vais pas aller plus loin, et je n'ai pas besoin d'aller plus loin, puisque comme la série de termes général Vn converge, je peux dire de la même façon que son terme général tend vers 0. Donc 1 moins Vn est également équivalent à 1, et donc 1 moins Vn fois UN par produit d'équivalent, c'est équivalent à UN. Donc là, j'obtiens de la même façon que Vn tend vers 0, ça c'est la condition nécessaire de convergence qui permet de l'établir, et je récupère finalement que on a bel et bien, même en supposant cela, que Vn est équivalent à UN. Résumons.
La série de termes généraux Vn converge. Les termes généraux ici sont tous les deux positifs et équivalents. Donc par théorème d'équivalence, par critère d'équivalence, on obtient donc bien que la série de termes généraux UN converge. On vient de démontrer que la convergence de l'une entraîne la convergence de l'autre. Les séries numériques qu'on a obtenues sont donc bien de même nature. L'exercice numéro 9 est un exercice d'application directe du critère d'équivalence. Regardons justement ce qu'on peut dire. On va commencer par étudier la nature de la série de termes généraux sinus 1 sur n sur racine de n plus 1. Donc pour pouvoir appliquer le critère d'équivalence, on sait qu'il faut déjà voir si le terme général ici est positif. Donc je vais l'appeler AN. Donc c'est sinus de 1 sur n sur racine de n plus 1. Je m'aperçois que ce terme général n'est défini déjà que si n est différent de 0. Donc je vais supposer dans toute la suite que n est supérieur ou égal à 1. Et je peux bien attester que ce terme-là est positif, quel que soit n supérieur ou égal à 1, puisque 1 sur n sera compris entre 0 et 1, donc entre 0 et pi sur 2, donc le sinus sera positif, et la racine sera bien définie, puisque n plus 1 ne sera pas nul, et positive. Donc le terme général est positif. La philosophie de ce résultat, c'est donc, si j'arrive à récupérer un équivalent du terme général, et si je connais la nature de la série qui possède comme terme général cet équivalent, eh bien on pourra attester que la série de termes général à n sera soit convergente si on avait une série convergente, soit divergente si on avait une série divergente. Donc évidemment là il va falloir faire appel à nos séries de référence pour voir justement si j'arrive à établir la convergence de l'équivalent obtenu. Donc là on va pouvoir utiliser toutes les opérations sur les équivalents, notamment le fait que comme 1 sur n est une suite qui tend vers 0, on sait bien que sinus 1 sur n va donc être équivalent à 1 sur n. Et comme comme n plus 1 est équivalent à n, et que ici racine c'est une puissance avec une puissance qui ne dépend pas de n, on va établir que le dénominateur, lui, est équivalent à racine de n. Donc, que ce terme-là est équivalent à 1 sur n racine de n, qui lui-même est équivalent, même égal d'ailleurs, à 1 sur n à la puissance 3,5. Si vous regardez maintenant nos séries de référence, la série qui a comme terme général 1 sur n à la puissance 3,5 est bien convergente, puisque 3,5 est strictement plus grand que 1. C'est une série de Riemann convergente. Comme ici les termes généraux sont positifs et équivalents, si la série de termes général 1 sur n à la puissance 3,5 converge, et c'est bien le cas, la série de termes général à n converge. Donc on récupère que la série de termes général à n converge par critère d'équivalence et par comparaison à une série de Riemann convergente. Enchaînons avec la dernière partie, la deuxième partie de l'exercice, où il est question de la nature de la série qui possède ce terme général. Donc je vais déjà lui donner un nom, je vais l'appeler n sur n carré plus ln de n plus 3. Alors, je vais déjà regarder où est-ce que le terme général est défini. Donc n est défini partout, n carré est défini partout, ln de n plus 3 est défini pour tout entier naturel, puisque le terme dans le log est toujours supérieur ou égal à 3. Ce qui permet de dire que le log est supérieur ou égal à ln de 3, ce qui atteste que le dénominateur ne peut pas s'annuler, puisqu'il est somme de termes pour l'un strictement positif, pour l'autre positif. Donc déjà, cette relation-là, je peux l'écrire pour tout n appartenant à n, je peux définir mon terme général pour tout entier naturel. Je constate aussi que ce terme général est positif, en vertu de ce qu'on vient de dire, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Moralité, pour déterminer la nature de cette série, je vais essayer de simplifier le terme général du point de vue des équivalents, puisque je sais que si je trouve un équivalent simple de AN, la nature de la série des AN sera la nature de la série de l'équivalent que j'ai obtenu, et réciproquement. Donc elles seront de même nature. Donc je vais chercher à simplifier AN du point de vue des équivalents pour obtenir un terme général plus simple. Alors bon, le numérateur, il n'y a pas grand-chose à faire. Au dénominateur, pour le simplifier, étant donné que j'ai une somme, il faut savoir qui est prépondérant sur qui. Donc il faudrait savoir si ln de n plus 3 est négligeable devant n carré. Alors ça sent la croissance comparée, puisqu'on sait que ln de n est négligeable devant n carré. Alors j'ai pas tout à fait ln de n, j'ai ln de n plus 3, mais pour se ramener à la belle comparaison, on sait quoi faire.
On factorise dans le log le terme dominant, ici il n'y a pas d'ambiguïté, c'est n. Et en factorisant ce terme dominant, on va pouvoir lever la petite indétermination qui résidait sur le fait que c'est bien n carré qui est prépondérant. Effectivement, une fois qu'on a fait cette mise en facteur, on récupère là une belle croissance comparée bien propre, ln de n sur n carré, qui est un terme qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, et là il n'y a aucun doute sur le fait que c'est une croissance comparée du cours, plus un terme beaucoup plus simple à traiter, puisque lui ne souffre d'aucune indétermination, le numérateur tendant vers 0, le dénominateur tendant vers l'infini, ce terme-là tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Ce qui permet de dire que le rapport tend bien vers 0 et que ln de n plus 3 est bien négligeable devant n carré. Donc que le dénominateur, n carré plus ln de n plus 3, est donc équivalent à n carré lorsque n tend vers l'infini. Donc la fraction est donc équivalente à n sur n carré, elle est donc équivalente à 1 sur n. J'ai donc ici un équivalent entre deux suites à valeur positive. Je sais donc que la série de termes général AN est équivalente à la série de termes général 1 sur n. Or, la série de termes général 1 sur n, c'est une série de Riemann divergente, puisqu'on a vu que la convergence de cette série est équivalente à dire que la puissance est supérieure ou égale à 1, alors que là, la puissance, elle vaut 1. Bon, vous reconnaissez la série harmonique. Donc, comme la série des 1 sur n, elle diverge, c'est la série harmonique, le critère d'équivalence s'applique. Par critère d'équivalence, on obtient bien que la série de termes général à n converge. Et c'est gagné. L'exercice numéro 10 propose d'examiner la nature de la série de termes général 1 sur x puissance n plus x à la puissance moins n. Donc là, on va encore essayer d'utiliser le critère d'équivalence, c'est-à-dire trouver un équivalent simple du terme général et de voir si je peux faire référence à une série de références, justement. Alors, là, si on fait appel à une série de références, ça sera probablement une série géométrique, puisque le terme général, le dénominateur, est constitué de deux termes qui sont déjà directement géométriques. Donc là, on a probablement affaire à une comparaison géométrique. Bon, alors, on va déjà examiner le terme général, on va lui donner un nom, je vais l'appeler AN. On constate déjà qu'il est positif, puisque le numérateur est positif et le dénominateur est une somme de termes strictement positifs. Donc on peut déjà attester que ce terme-là est strictement positif pour tout n appartenant à n. Qui est un point de départ intéressant, c'est-à-dire qu'on est certain que le critère d'équivalence va s'appliquer. D'autant plus qu'on sait que l'équivalence conserve le signe, donc toutes les séries, tous les termes généraux qui vont être, enfin tous les équivalents que je vais récupérer sur AN vont conserver le signe au moins à partir d'un certain rang, puisqu'on sait que deux suites équivalentes sont le même signe à partir d'un certain rang. Donc là, en plus, on est sûr qu'on va pouvoir conclure par ce biais. Alors en fait, l'idée, c'est de savoir qui l'emporte des deux. Alors moi, ce que je propose déjà, c'est qu'on réécrive un petit peu cette puissance moins n, pour y voir un peu plus clair. Donc x à la puissance moins n, c'est 1 sur x à la puissance n. Et donc en réécrivant l'expression, on récupère x à la puissance n sur 1 plus x à la puissance 2n. Voilà comment on peut réécrire le terme général. Alors c'est vrai qu'on y voit un petit peu plus clair, parce que le numérateur, lui, il est équivalent à x puissance n, puisqu'il est égal à x puissance n. Maintenant, il suffit de savoir qui l'emporte entre 1 et x à la puissance 2n au dénominateur pour récupérer un équivalent. Et là, on voit qu'on ne va pas pouvoir échapper à une disjonction de cas, parce que la nature de la suite x à la puissance 2n, elle dépend évidemment de la valeur de x. Même quand x est positif, il y a des valeurs de x pour lesquelles on tend vers 0, pour lesquelles on est constant égal à 1, et pour lesquelles on tend vers l'infini. Donc on va entamer une disjonction qui justement fait appel à ces trois cas particuliers quand la raison est strictement positive. On va commencer par regarder ce qui se passe quand la raison est comprise strictement entre 0 et 1, voir ce qu'il se passe. Dans ce cas-là, je sais que x à la puissance 2n est une suite qui converge vers 0. Tout simplement parce que c'est soit vous la voyez comme une sous-suite de la suite x à la puissance n qui converge vers 0, ou vous dites c'est une suite géométrique de raison x carré, et x carré est toujours compris entre 0 et 1. En tout cas, cette suite, elle converge vers 0. Le terme dominant au dénominateur lorsque x est compris entre 0 et 1, c'est donc 1. Par quotient d'équivalent, AN est équivalent à x à la puissance n.
Donc là, je suis sûr que les termes sont de même signe à partir d'un certain rang, puisque AN l'était. Bon, là, je récupère que c'est strictement positif, donc là, il n'y a pas de souci, pas de sport. Je sais donc que la nature de la série de termes général AN, c'est la nature de la série de termes général x à la puissance n. Sauf que là, on est directement sur une comparaison avec une série géométrique. Donc la série géométrique, on connaît sa nature. Comme x est compris entre 0 et 1, je peux bien affirmer que la série de termes général x à la puissance n converge. Donc, par critère d'équivalence des séries à termes positifs, la série de termes général AN, elle est certifiée convergente. Donc là, on a gagné, on a bien récupéré la nature de la série. On va regarder maintenant ce qu'il se passe si x est égal à 1. Si x est égal à 1, ça va aller très très vite, puisque AN dans ce cas-là est égal à 1 demi. La série de termes général AN ne peut donc pas être convergente, puisque 1 demi converge vers 1 demi lorsque n tend vers l'infini, qui est différent de 0. Donc on a une divergence grossière, puisque le terme général ne tend pas vers 0. Donc on récupère que dans ce cas-là, la série de termes général AN diverge grossièrement, le terme général ne tendant pas vers 0. Que se passe-t-il si x est strictement plus grand que 1? Si x est strictement plus grand que 1, dans ce cas-là, au dénominateur, c'est ce terme-là qui l'emporte. Donc on obtient que AN va être équivalent à x à la puissance n sur x à la puissance 2n. En nettoyant un petit peu les puissances, on va récupérer 1 sur x à la puissance n, ou si vous préférez, 1 sur x, le tout à la puissance n. Il suffit de regarder où se trouve ce 1 sur x là pour connaître la nature de la série géométrique, puisqu'on a une comparaison à une série géométrique. Or, si x est strictement plus grand que 1, 1 sur x, il est strictement compris entre 0 et 1. Donc, par comparaison à une série géométrique, comme la série des 1 sur x à la puissance n est une série convergente, ça c'est le cours sur les séries géométriques, le critère d'équivalence sur les séries à termes positifs atteste que la série de termes général AN converge. Moralité, il n'y a qu'un seul cas où la série diverge, c'est lorsque x est égal à 1. On en déduit donc que la série de termes général x puissance n plus x à la puissance moins n converge si et seulement si x est différent de 1. Avant de poursuivre les autres théorèmes, les autres critères sur les comparaisons des séries à termes positifs, on va faire une remarque concernant le critère d'équivalence. Alors vous avez vu qu'il y a une remarque que j'ai qualifiée de remarque fondamentale dans le cours qui dit que si UN est équivalent à Vn, cela entraîne que UN et Vn sont de même signe à partir d'un certain rang. Bon, j'ai assorti ceci du fait que les suites ne s'annulent plus à partir d'un certain rang, puisque normalement on écrit des équivalences dans ce cadre-là, dans le cours en PCSI, en NPSI, mais on va voir que de toute façon, même si les termes s'annulent à partir d'un certain rang, on va conserver la propriété. Donc je vais déjà redémontrer cette propriété-là, et je vais vous montrer que ça peut être intéressant justement de l'utiliser dans les exercices, c'est-à-dire de voir qu'à partir du moment où on connaît le signe d'une suite, toutes les suites équivalentes seront de même signe à partir d'un certain rang. Alors, on va voir que ça va être plutôt intéressant quand on ne connaît pas au départ le signe du terme général. On va faire d'une pierre deux coups. Non seulement l'équivalent va nous donner son signe, mais en plus, on sait qu'un équivalent nous permettra éventuellement de conclure à la nature de la série, si celle-ci est évidemment un terme positif ou on le verra de signe constant. Donc déjà, je vais partir du principe que quand on a deux suites qui sont équivalentes, c'est ce que j'avais utilisé dans la démonstration du critère d'équivalence. Ça veut dire qu'on peut récupérer une égalité de ce type-là. UN est égal à Vn facteur de 1 plus epsilon n, où la suite epsilon n converge vers 0. Effectivement, si deux suites sont équivalentes, ça signifie que UN est égal à Vn plus une suite négligeable devant Vn. Or, une suite négligeable devant Vn, ça s'écrit Vn fois une suite qui converge vers 0. Donc l'avantage de cette écriture, je le rappelle, c'est qu'on est certain qu'elle est vérifiée même quand les termes s'annulent à partir d'un certain rang. Donc c'est une définition qui est très agréable pour des suites équivalentes. À partir de là, c'est la même démonstration que tout à l'heure. On va suffisamment confiner epsilon n pour être sûr qu'on va avoir un terme strictement positif qui nous permette de passer de l'un à l'autre. Pour ça, je vais supposer que epsilon n, à partir d'un certain rang, étant convergente vers 0, va être contenu dans cet intervalle-là. Je peux bien l'attester puisque en choisissant epsilon est égal à 1,5 dans la définition de la convergence de epsilon n vers 0.
On obtient donc qu'il existe un rang à partir duquel, si n dépasse n0, alors epsilon n sera compris entre moins 1,5 et 1,5, ce qui permet de voir qu'à partir du rang n0, 1 plus epsilon n sera compris entre 1,5 et 3,5. Vous avez vu, c'était le point de départ de la démonstration du théorème sur le critère d'équivalence. Donc, pour passer de un et vn, on multiplie par un nombre qui, à partir d'un certain rang, est strictement positif, ce qui permet d'attester que le signe de un et le signe de vn sera le même lorsque n est supérieur ou égal à n0, que les termes s'annulent ou ne s'annulent pas d'ailleurs. Donc n supérieur ou égal à n0 va entraîner que le signe de un est nécessairement égal au signe de vn. Ce qui veut donc dire que trouver un équivalent du terme général permet d'avoir un renseignement sur le signe de ce terme général à partir d'un certain rang. Donc même si vous ne connaissez pas le signe au départ, chercher un équivalent, ça peut vous permettre de déterminer le signe du terme général, évidemment à partir d'un certain rang. Alors passons à cet exercice qui va venir justement un peu étoffer cette remarque, qui est l'étude de la nature de la série de termes générales sinus de pi racine de 1 plus n à la puissance 4. Alors là, on est face à un exercice qui est difficile, voire très difficile, puisque le point de départ n'est pas aisé. Hein. On ne sait même pas si le terme général est positif, donc on ne voit même pas comment on pourrait appliquer les critères sur les séries à termes positifs, si on est infichu de savoir si cette série est à valeur positive. Donc je vais justement me calquer sur la remarque ci-dessus, c'est-à-dire que moi je vais chercher déjà à savoir quel est le comportement de cette suite lorsque n tend vers l'infini. Alors, ce qui va m'intéresser dans un premier temps, c'est récupérer un équivalent de cette suite qui va me permettre d'avoir deux renseignements. Un équivalent va me permettre de déterminer le signe à partir d'un certain rang et de voir déjà quel genre de théorème je peux appliquer. Et un équivalent va aussi me permettre de savoir si le terme général tend oui ou non vers 0. Imaginez que le terme général de cette série ne tende pas vers 0. Dans ce cas-là, on pourra appliquer la condition nécessaire de convergence qui permettra de dire que cette série diverge. Par contre, s'il tend vers 0, alors là, dans ce cas-là, il faudra pousser nos investigations un petit peu plus loin en espérant contrôler le signe. Donc déjà, on va donner un nom au terme général de cette série. Donc c'est sinus de 2pi racine de 1 plus n à la puissance 4. Et moi, je vais essayer de déterminer un équivalent de n. Alors pour ça, dans une puissance, la seule chose à faire, c'est comme dans un log, comme c'est une expression qui est multiplicative, c'est factoriser le terme dominant. Donc mon point de départ, ça va être de travailler la racine en factorisant le terme dominant. Donc on va factoriser n à la puissance 4. Comme les racines sont multiplicatives, on va récupérer racine de n à la puissance 4, 1 plus 1 sur n à la puissance 4. Racine de n à la puissance 4 donnant n carré. Donc ça, facteur de 1 plus 1 sur n à la puissance 4, le tout à la puissance 1,5. Je vais développer ce terme-là. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel rang. Ça, je vais pour l'instant mettre quelques pointillés. Je ne sais pas jusqu'où je dois aller. Donc, je vais mettre les pointillés ici en disant que ce terme-là tend vers 0. Je vais pouvoir utiliser le développement limité de 1 plus u à la puissance 1,5 lorsque u est au voisinage de 0, puisque ce terme tend vers 0. Ce développement limité, c'est 1 plus alpha u plus, alors pour l'instant, j'en dis pas plus, puisque je ne sais pas jusqu'où je dois aller. Donc j'écris déjà les premiers termes. Hein. Donc le premier terme, ça va me donner déjà du 1, plus alpha u ici, donc plus 1,5, donc plus 1 sur 2n à la puissance 4, plus, je vois que quand je vais développer cette expression, on va récupérer n carré ici, plus, donc le terme 1 sur 2n au carré. C'est un terme qui tend vers 0, ça me semble suffisant. L'objectif, c'était de casser des termes qui tendaient vers l'infini pour se ramener à un terme qui tend vers 0. Remarquez, regardez. Si dans mon développement limité, au lieu d'utiliser des petits taux, j'utilise un grand taux, je sais que le terme d'après sera dominé par u carré. Donc le terme d'après, ça sera un grand taux de 1 sur... Enfin, un grand taux de u carré lorsque u est égal à 1 sur n à la puissance 4. Le terme d'après, c'est un grand taux de 1 sur n à la puissance 8. Donc là, on voit qu'on a une précision faramineuse. Et oui, dans les séries, les grands taux vont être beaucoup plus utiles que les petits taux, parce qu'ils nous permettent d'avoir une domination, et on sait que les dominations sont reliées aux critères de
comparaison. Donc, on va préférer les grands taux aux petits taux, ça fera un calcul de moins. Donc là, maintenant, on est convaincu qu'on va pouvoir s'en sortir. Donc, on développe cette expression, donc on va récupérer 1 sur n carré, plus 1 sur 2n carré, plus un terme dominé par 1 sur n à la puissance 6, cette fois-ci. Si je reporte ça dans la multiplication par 2pi, donc on va récupérer que 2pi racine de 1 plus n4 est égal à 2pi fois n carré plus pi sur n carré plus un terme dominé par 1 sur n à la puissance 6. On applique le sinus à cette relation pour récupérer que an va donc être égal au sinus de ce terme-là. Donc sinus de 2pi n carré plus pi n carré plus un grand O de 1 sur n à la puissance 6. On va utiliser la 2pi périodicité de la fonction sinus, puisque je vous rappelle que n carré est un entier naturel, donc 2pi n c'est un nombre de tours entiers de 2pi. Donc par 2pi périodicité de sinus, on va donc obtenir sinus de pi n carré plus un terme dominé par 1 sur n à la puissance 6. Or, avec cette relation-là, je peux trouver un équivalent de n. Effectivement, le terme qui est dans le sinus est un terme qui tend vers 0. Donc je peux dire que ce terme-là est équivalent au terme qui tend vers 0. Et comme le terme dominé par 1 sur n puissance 6 est évidemment négligeable devant pi sur n carré, on récupère donc que an est équivalent à pi sur n carré. De là, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déjà déduire que comme ces deux suites sont équivalentes, an dont on ne connaissait pas du tout le signe, eh bien on peut dire que an est positif à partir d'un certain rang. Donc là, on va dire donc déjà le signe de an est positif ou nul à partir d'un certain rang. On ne sait pas quel rang, on s'en moque, puisque le critère d'équivalence ne permet d'obtenir des informations qu'à partir d'un certain rang, donc ça suffit. Donc an est positif à partir d'un certain rang, donc ce qui est suffisant pour appliquer le critère d'équivalence. Et donc, comme an est équivalent à pi sur n carré et que la série de termes générales 1 sur n carré converge, eh bien on peut dire que la série de termes générales à n converge en utilisant le critère d'équivalence. Puisque comme la série de Riemann ici converge, puisque 2 est strictement plus grand que 1, en multipliant le terme général par pi, on obtient encore une série convergente par opération sur les séries convergentes. Et comme on a un équivalent ici et des séries à termes positifs, donc on peut appliquer le critère d'équivalence. Par critère d'équivalence, on obtient donc que la série de termes générales à n converge. Donc on a réussi à déterminer la nature de la série, et on a vu que la recherche d'un équivalent nous permettait de faire coup double, de déterminer le signe de an à partir d'un certain rang, puis d'utiliser, une fois que le signe était constant et connu, eh bien, utiliser l'équivalent pour pouvoir appliquer le critère d'équivalence et pour pouvoir statuer sur la nature de la série de termes générales à n. Continuons les remarques liées au critère d'équivalence. Je vais me placer dans la situation suivante. Je me donne une suite an à terme réel. Je suppose que an est équivalent à moins 3 sur n à la puissance alpha, où alpha est un nombre réel strictement plus grand que 1. Je pose la question, est-il possible de déterminer la nature de la série de termes générales à n? Alors évidemment, les informations qu'on a recueillies ici nous permettent de dire que le critère d'équivalence ne s'applique pas directement, puisque comme an est équivalent à moins 3 sur n à la puissance alpha, on peut dire que son terme général est négatif à partir d'un certain rang. Donc on ne peut pas appliquer directement le critère d'équivalence. Alors comment s'en sortir? Là, on va voir que finalement ce qui compte, ce n'est pas le fait que le terme général est positif, c'est le fait que le terme général soit de signe constant. Alors, je vous explique. Si j'ai cet équivalent-là, en multipliant cet équivalent par moins 1, ce que l'on peut faire, on récupère que la série de termes général, enfin que le terme général moins an est équivalent à 3 sur n à la puissance alpha, toujours où alpha est un nombre qui est strictement plus grand que 1. Donc là, ce qu'on peut en déduire, 1, c'est que moins an est positif à partir d'un certain rang. Donc la suite moins an est positive à partir d'un certain rang, enfin plutôt le terme moins an est positif à partir d'un certain rang.
certain rang. Premier point. Deuxième point, on dispose d'un équivalent de moins AN, un équivalent à un terme général de série convergente. Donc j'ai ces deux informations-là, et je sais bien que la série de termes général 1 sur n à la puissance alpha est une série convergente. C'est une série de Riemann convergente. Je me suis placé pile dans les conditions de convergence, puisque ces séries de Riemann convergent dès lors que la puissance ici est strictement plus grande que 1. Donc là, on est parfaitement en mesure d'appliquer le critère d'équivalence, non pas à la série de termes général à n, mais à la série de termes général moins à n. Donc, on va pouvoir dire que la série de termes général moins à n est convergente par critère d'équivalence. Là, je suis bien dans le cadre des hypothèses de mon critère d'équivalence. Donc, en utilisant les opérations sur les séries convergentes, on a vu qu'en multipliant le terme général d'une série convergente par un nombre réel ou complexe, on récupère une série qui est encore convergente. Donc en multipliant le terme général ici par moins 1, j'obtiens que la série de termes général à n est encore convergente. Moralité ici, ce qui va être important, c'est pas tellement le fait que l'équivalent ici de AN soit un équivalent avec une suite positive. Ce qu'il faut, c'est que la suite soit de signe constant, puisque même si cette suite est à valeur strictement négative, vous pourrez appliquer le critère d'équivalence non pas sur la série de termes général à n, mais sur la série de termes général moins AN. Donc ce qu'il va compter ici, sur le terme général, c'est qu'il soit équivalent à une série dont le terme général est de signe d'une part constant et dont on connaît la nature. Dans tous les cas, on pourra conclure. Effectivement, on pourra conclure, parce que si vous aviez supposé que alpha était inférieur ou égal à 1, le même raisonnement aurait statué que la série de termes général à n était divergente. Donc vous voyez que on peut généraliser un tout petit peu les hypothèses de ce théorème. Plutôt que de travailler avec le critère d'équivalence avec des séries à termes positifs, eh bien on peut se contenter à travailler avec des séries dont le terme général est de signe constant. Alors, on va citer et démontrer ce qu'on appelle la règle du n alpha, qui n'est en fait qu'une comparaison à une série de Riemann. La règle du n alpha dit que si la série de termes général à n est une série à terme général positif, s'il existe un nombre alpha strictement plus grand que 1, tel que n alpha à n est dominé par 1 ou négligeable devant 1, alors la série de termes général à n converge. Alors, avant de rentrer dans le détail de la démonstration de ce résultat, on va regarder ce que ça implique, ce truc-là. Ce truc-là, ça implique que n est dominé par 1 sur n à la puissance alpha, ou négligeable devant 1 sur n à la puissance alpha. Donc ce critère du n alpha, là, cette règle du n alpha, vous dit que si votre suite est dominée par 1 sur n alpha, ou tend vers 0 plus vite que 1 sur n à la puissance alpha, avec alpha strictement plus grand que 1, alors la série sera automatiquement convergente. Ça veut dire que si on tend plus vite vers 0 qu'une série de Riemann, eh bien on est convergente, bien sûr, on est soi-même une série qui est convergente. Donc c'est aussi important dans la philosophie, quand on tend plus vite vers 0 qu'une série convergente, on sera également une série convergente. Donc là, la règle du n alpha, elle est juste adaptée, juste taillée sur mesure pour une comparaison à une série de Riemann, mais on voit que la philosophie, on peut l'étendre en remplaçant un élément de comparaison par une série convergente. Passons à la démonstration. Alors pour cette démonstration, il faut parfaitement maîtriser les définitions concernant les petits taux et les grands taux. Alors je vous ai prévenu, je vous l'ai dit au moins 50 fois, que ces relations sur les éléments de comparaison sont essentielles en première année et seront vitaux en deuxième année. Si vous ne maîtrisez pas les définitions sur les relations de comparaison, rapidement, plus rien de ce que vous allez faire ne va prendre de sens. Alors, moi je vais supposer par exemple que j'ai cette hypothèse-là, puisque si j'ai cette hypothèse-là, c'est un petit peu plus faible qu'avoir l'autre, parce que si j'ai l'autre, j'ai directement la première, et dans ce cas-là, j'aurai directement le résultat. Donc, en fait, il suffit de démontrer le résultat avec l'hypothèse
n à la puissance alpha an est dominé devant 1, puisque si je prends comme hypothèse que c'est négligeable devant 1, ça sera évidemment dominé devant 1, puisque tout de suite qui converge vers 0 est borné. Par contre, la réciproque est fausse. Donc je vais faire la démonstration dans ce cadre-là. Alors je vous rappelle qu'une suite qui est dominée devant 1, c'est simplement une suite qui est bornée. Hein. Donc on récupère que la suite de terme général n alpha an est bornée. Borné, ça signifie donc qu'il existe un nombre réel k positif, tel que pour tout entier naturel n, donc à partir d'un certain rang, donc je veux dire pour tout entier naturel n, j'ai n alpha an en valeur absolue qui va être majoré par grand K. Or, je m'aperçois effectivement que le terme général ici an est positif et que n alpha est positif. Donc, on peut bien dire que n alpha an est majoré par k en supprimant les valeurs absolues. C'est là que j'utilise le fait que la série est à terme positif. Je vais maintenant regarder cette relation pour tout entier naturel non nul pour me permettre de multiplier cette inégalité par 1 sur n à la puissance alpha. On obtient donc que pour tout n appartenant à une étoile, an est dominé par 1 sur n à la puissance alpha ou par une constante sur n à la puissance alpha. Le terme général étant positif, on peut dire que la nature de la série de termes général, la nature convergente de la série de termes général k sur n à la puissance alpha va entraîner que cette série est également convergente. Donc là, on va exploiter le fait que comme la série de termes général 1 sur n à la puissance alpha converge, donc la série de termes général k sur n à la puissance alpha converge par opération sur les séries convergentes, donc par théorème de comparaison des séries à termes positifs, on obtient donc que la série de termes général an converge. On a donc bien démontré que si n alpha est dominé par 1 ou négligeable devant 1, alors la série de termes général an est une série convergente. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement fait une comparaison à une série de Riemann convergente. Passons à l'exercice numéro 11, il est question de déterminer la nature de la série de termes général n carré sur 2 puissance n, donc terme général qui est défini pour tout entier naturel. Alors ici, bon, le terme général est clairement positif, donc on va déjà pouvoir se mettre dans le cadre d'application de tous les résultats sur les séries à termes positifs. Le critère d'équivalence ici est complètement inadapté, puisqu'on ne peut pas récupérer un équivalent plus simple de cette série. Donc là, le critère d'équivalence ne nous amène à rien, puisque la nature de cette série ne peut pas être simplifiée. L'idée, c'est d'essayer de comparer donc cette série de termes général n carré sur 2 puissance n à des séries, on va dire, du cours, à des séries soit géométriques, soit de Riemann. Et là, je vais utiliser ce que je vous ai raconté oralement, c'est-à-dire que quand on a une série dont le terme général tend vers 0 plus vite que des séries de termes général convergents, tout ça évidemment étant en termes positifs, alors la série dont le terme général au départ à n est convergente. Or, ici, on sait bien qu'il n'y a pas photo entre n carré et 2 puissance n pour savoir qui l'emporte à l'infini. C'est clairement la suite géométrique qui l'emporte à l'infini. Et j'ai envie de dire, peu importe la puissance au numérateur. Vous pouvez mettre une puissance 200 si ça vous fait plaisir, ce terme général tendra toujours vers 0. Mais ça veut donc dire que si vous multipliez le terme an ici par, je ne sais pas, n à la puissance 10 par exemple, ce que vous récupérez, c'est que la suite obtenue tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Ça signifie que n carré sur 2 puissance n est négligeable devant 1 sur n à la puissance 10. Donc on a bien ici un élément de comparaison entre la série qui a ce terme général et une série de Riemann convergente. On est parfaitement dans la règle d'application du critère de la règle du n alpha, puisqu'on vient de trouver un nombre alpha strictement plus grand que 1, tel que le produit de ces deux termes-là tend vers 0. C'est-à-dire on vient de trouver une valeur de alpha, ici en l'occurrence 10, telle que cette expression-là, est négligeable devant 1, ou dominée par 1, puisque si ça tend vers 0, ça sera évidemment borné. Donc on récupère par la règle du n à la puissance alpha que la série de termes général
n carré sur 2 puissance n est clairement convergente. Donc là, il n'y a vraiment pas de sport, puisque le terme géométrique tend vers l'infini beaucoup plus vite que n à la puissance 2, et que n à n'importe quelle puissance. Donc on utilise justement cette fameuse croissance comparée, qui dit que n à la puissance alpha multiplié par, enfin, est un terme négligeable devant 2 puissance n, et ceci peu importe alpha strictement positif, donc ce qui m'a permis de choisir ici alpha arbitrairement grand pour pouvoir faire cet élément de comparaison. Donc si vous tendez vers 0 plus vite qu'une série de références à termes positifs convergentes, si vous êtes vous-même positif, alors vous êtes, à n'en pas douter, une série convergente. Passons à l'exercice numéro 12. Vous avez pu détecter une petite coquille de mon énoncé, puisque la puissance ici réelle n'est définie que si le terme sous la puissance est strictement positif. Donc il va falloir étudier la série où le point de départ c'est plutôt 2 que 1, puisque pour n égale 1, le terme général n'y est pas défini. Donc l'objectif est de déterminer la nature de cette série, savoir si cette série est convergente ou si cette série est divergente. Alors, là encore une fois, on voit que le terme général tend vers 0. Ok, bon ça c'est pas suffisant pour statuer sur la nature de la série, cette condition elle est juste nécessaire mais pas suffisante. Mais là ce qu'on va analyser c'est sa vitesse de convergence vers 0. C'est-à-dire elle tend peut-être vers 0 plus vite que certaines séries convergentes. Et si on tend vers 0 plus vite que certaines séries convergentes, dans ce cas-là on pourrait établir la nature de la série. Donc on va tout de suite regarder vers les séries de Riemann. Et on va s'apercevoir que le log, finalement, il a une croissance vers plus l'infini qui est assez molle par rapport aux puissances. Est-ce que je ne pourrais pas intercaler ici la convergence de cette série vers 0, enfin, la convergence pardon, de cet terme général vers 0, enfin l'intercaler avec une série qui a un terme général qui tend vers 0 suffisamment vite pour qu'elle soit convergente. Alors, on voit tout de suite que si vous multipliez par exemple le terme général ici an par n à la puissance 3,5, si vous calculez n à la puissance 3,5 fois le terme général que j'ai appelé an, vous récupérez ici n à la puissance alpha sur racine de n, qui est encore un terme qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini par croissance comparée. Donc, encore une forme indéterminée. Mais on a affaire ici à une croissance comparée. Donc vous récupérez bien que ce terme général tendant vers 0, et comme alpha étant égal à 3,5 strictement plus grand que 1, on peut dire que an est dominé par 1 sur n à la puissance 3,5, qui est le terme général d'une série de Riemann convergente. Comme la suite an est de plus une suite à valeur positive, on a affaire à une série positive qui est directement convergente par application de la règle du n à la puissance alpha en prenant alpha est égal à 3,5. Donc la série de termes général à n est convergente. Donc on voit ici que montrer que le terme général tend vers 0 plus vite qu'une série convergente a l'air d'être suffisant pour pouvoir déterminer la nature de cette série. Alors, je vous propose de faire un exercice supplémentaire qui vient généraliser quelque part le critère du n alpha, qui est juste une comparaison aux séries de Riemann. Essayons de voir une comparaison un petit peu plus large. Donc imaginez que vous avez une série à terme positif. On suppose que son terme général est négligeable devant Bn ou négligeable ou dominé par Bn, où Bn est un nombre positif et terme général d'une série convergente. Alors j'aimerais qu'on montre que la série de termes général à n converge. Ce qui permettra de dire que si la suite an tend vers 0 plus vite que le terme général d'une série positive et convergente, alors on aura encore une série convergente. Donc il y a bien une histoire de vitesse de convergence vers 0 qui peut nous permettre d'établir des convergences de séries numériques. Bon, moi je vais simplement faire la démonstration avec an dominé par Bn, puisque je sais que si an est négligeable devant Vn, alors on aura an dominé par Bn. Et donc si je sais faire la démonstration avec cette hypothèse-là, je sais faire la démonstration avec cette hypothèse-là. Donc passons déjà à la comparaison. Ceci va induire une comparaison entre an et Bn. Effectivement, an est dominé par Bn signifie la chose suivante. Donc, il existe une suite que je vais appeler En, bornée, telle que la suite an est égale à En
fois Bn. Donc les deux suites sont égales au produit d'une suite bornée près, ce qui va me permettre d'établir une comparaison entre An et Bn. Comme la suite En est bornée, je sais qu'il existe un nombre k positif tel que, bien, pour tout entier naturel n, la valeur absolue de En est majorée par grand K. Donc si je majore la valeur absolue de An, on va récupérer valeur absolue de An, valeur absolue de Bn, qui est égale à la valeur absolue de n fois la valeur absolue de Bn, qui est majorée donc par grand K fois la valeur absolue de Bn. Cette relation-là, ça c'est valable pour tout n appartenant à n. Seulement, comme la suite An est à valeur positive et la suite Bn est à valeur positive, on peut bien entendu éliminer les valeurs absolues et se contenter d'écrire cette relation-là, qui est valable pour tout n appartenant à n. J'écris bien que les termes généraux sont positifs, puisque ça c'est le point clé quand même de notre relation. Comme la série de termes générales Bn converge, la série de termes générales KBn converge, et on peut appliquer le critère de comparaison. Donc là, on peut conclure directement, comme la série de termes générales Bn converge, la série de termes générales KBn converge. Ça, c'est juste des opérations sur les séries convergentes. Donc, par théorème de comparaison, on obtient donc que la série de termes générales à n converge. Donc ce résultat vient généraliser la règle de n alpha, puisqu'il permet de faire une comparaison à n'importe quelle série convergente du moment que le terme général des séries sont positifs. Donc on généralise le critère du n alpha.